Cette semaine dans Info Hebdo, le feu de la Saint-Jean à Schirlenhof, la fête de printemps à Gumbrechtshofen et pour commencer, une exposition à la mairie de Reichshofen. Donc le plus, c'est un dispositif juridique qui permet de définir là où on peut construire et pas construire sur une ville. Ça remplace le même dispositif juridique qui s'appelait autrefois les POS. Et donc l'exposition d'aujourd'hui, qui reste ici en place pour 2 mois, présente la première phase du travail pour aller vers ce plan. Donc un plan qui va ressembler à ça à la fin. Et cette première phase, c'est un diagnostic général sur la ville qui définit les forces et les faiblesses du territoire et qui permet de dire donc où est-ce que c'est possible de construire, enfin où est-ce que c'est possible d'envisager des extensions de la ville et selon quels critères définir ces extensions, et là où il faut absolument préserver l'environnement naturel ou des zones spécifiques comme les rivières qui pourraient donner des risques d'inondation ou des risques industriels, etc. On s'appuie sur les recensements des années précédentes, on s'appuie aussi sur le recensement de 2004 qui a rapporté quelques éléments supplémentaires sur la démographie de Reichshofen, et puis on s'appuie sur une enquête terrain un peu générale sur les espaces naturels, les espaces bâtis, qui a été fait par le bureau d'études qui nous aide à faire l'ensemble de ce travail. Donc on a envisagé une étude complémentaire au diagnostic PLU, qui consisterait à juste regarder ces aspects circulation. Alors pour la circulation, on s'est appuyé sur 3 éléments. Des enquêtes auprès de personnes qui restent anonymes, c'est des gens dans la rue, c'est des gens dans les quartiers, c'est des gens à la sortie du supermarché, sur le marché du jeudi, et des entretiens avec des personnes ressources, des transporteurs, quelques industriels, les gens de la ville. Et enfin, une journée de circulation, une journée de comptage. Donc là, on a recruté 33 personnes qui avaient pour charge de compter à tous les carrefours principaux de la ville les voitures, les vélos, les camions. Donc par mode de transport, selon des tranches horaires, on va avoir des chiffres objectifs, mesurés en même temps sur toute la ville, qui permettent de savoir un peu comment les gens se déplacent dans la ville de Reichshofen et quels sont les points noirs au niveau circulation et les endroits au contraire où c'est fluide, où il n'y a pas trop de problèmes. C'était ça l'objet de l'étude du 11 juin. Ce soir, c'est la musique de Erbach Schirlenhof qui organise son traditionnel feu de Saint-Jean. C'est le 11e. On est une bande de 20 musiciens et on essaye toujours de faire 2 fêtes. Alors on a mi-juin, on a le feu de Saint-Jean. Alors avec le bois qu'on trouve par là, par ça, on essaye de faire quelque chose d'originel. Ça a un beau succès. Et puis en fin juillet, on a notre grande fête traditionnelle. C'est la fête d'été de la musique. Cette année sera le 24-25 juillet. Et cette année, on fêtera nos 50 ans d'anniversaire. La Borussia des Spar a commencé. Et maintenant, c'est les Junge Reuler, c'est plus ou moins 2-3 musiciens de chez eux qui font l'animation de toute la soirée. Et je pense que vers 23h, 23h15, on va allumer le bûcher. Peut-être 10 bonhommes à faire ça et malgré le peu de temps, on réussit quand même à faire quelque chose de concret. Parce que tout le monde peut faire un truc basique et tout, comme ça. Et moi je trouve, si vous ne faites pas quelque chose de concret, il y a moins de monde qui vient. Tribune comble pour le spectacle de printemps de Gumbrechtshofen. L'histoire commence dans la nouvelle bibliothèque de l'école. Je vous annonce l'ouverture de notre nouvelle bibliothèque. Ouais! Cette bibliothèque est un peu particulière. Ouais! Il n'y a que moi qui ai le droit d'y pénétrer. Braver les interdits porte toujours à conséquence. 4 élèves trop curieux en font l'expérience. Du latin. Ils pénètrent dans la bibliothèque interdite et découvrent une formule magique dans un vieux grimoire. Malédiction! Pour récupérer les clés du temps et revenir au présent, il va falloir résoudre des énigmes. Tour du feu, on dansera toute la nuit zéro.
Ce spectacle, proposé par le réseau d'animation de la communauté de communes, a offert aux enfants le droit à une culture théâtrale personnelle pour mieux satisfaire leur curiosité. Avec les mots, des livres et des enseignants, on apprend l'intelligence. Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours. Au sommaire de Mac 3V, les bornes historiques avec Raymond Fischer et tout de suite découvrons l'entreprise Transmétaux. Aujourd'hui, visitons l'entreprise Transmétaux, basée à Merswiller. Alors, cette entreprise a été créée en 1947 et s'est transformée de établissement Bastien en Transmétaux en 1991. Cette entreprise a toujours été transmise de père en fils depuis 3 générations. L'historique de l'entreprise, c'est mon grand-père qui avait démarré en 1947, juste après la guerre. Il avait démarré, lui, comme chineur, des pots de lapin, des ferrailles, des chiffons. Et c'est mon père qui a repris un peu le flambeau du grand-père de la Chine, en transformant ça en une entreprise de récupération de fer et métaux et de démolition industrielle. Dans les années 85 à 90, la profession a commencé à muter vers la récupération et vers le recyclage. Les ferrailles, les démolitions n'étant plus tellement importantes qu'après les 2-3 premières décennies après la guerre. Le recyclage devenant de plus en plus important vu qu'on arrivait maintenant à traiter certains matériaux qui partaient aux déchets. Les entreprises ont toutes mué presque en entreprises de recyclage de matériel. On a de ce fait, à ce jour, on se retrouve encore avec, au lieu de 100% de ferraille, on se retrouve avec 15% de ferraille et le reste en recyclage de matières diverses, papier, bois, carton, plastique. Alors, en tant que salarié, on est 8 au niveau de l'entreprise. Sur ces 8, il y en a 3 qui font partie de tout ce qui est administratif. Et les 5 autres sont sur le site, dont 2 chauffeurs qui assurent tout ce qui est enlèvement et prestation de services pour les conteneurs, ainsi que les transports nationaux et internationaux. Les 3 autres qui restent, c'est tout ce qui est production, c'est-à-dire emballage, broyage, tri et rechargement. Le besoin aujourd'hui, c'est tout ce qui est retraitement des déchets. Donc, déchets, le nom déchets est assez large. Dans ce nom-là, il y a tout ce qui est déchets industriels banals. Donc là-dedans, on a tout ce qui est déchets ultimes. Les cartons, papier carton, le plastique, PE, les ferrailles et le bois. Donc ça, c'est un peu les déchets que nous, on a le droit sur notre site de retraiter et qu'on peut retraiter. La palette des clients est assez diversifiée, ça va des collectivités aux entreprises ainsi que les artisans. En 2003, nous avons traité entre 11 000 et 12 000 tonnes de marchandises, marchandises brutes à l'arrivée, que nous avons naturellement disséquées. Et ce chiffre est en très forte progression actuellement. Oui, il y a très peu d'activités, d'entreprises qui font l'activité bois, papier, carton, jusqu'à la finalité du produit, quoi. Le papier, c'est soit c'est en arrivage par conteneur, ou soit les artisans qui le ramènent avec leurs propres moyens. Donc après, il est trié sur place, mis en balle,
rechargés sur semis pour être livrés en papeterie. Parce que les papeteries ont des cahiers de charges assez spécifiques pour le rechargement et le conditionnement des cartons et papiers. Il faut dire que sur le secteur, on a nos propres conteneurs, donc nos propres clients, donc amenage de carton avec nos propres conteneurs, ainsi que nos partenaires qui eux aussi font la prestation de service déchets et assurent le carton sur les différents clients qu'ils ont. Donc ils nous le ramènent sur le site. Pour ce qui est des frais sur un client, donc il aura un transport, il aura une location de conteneurs, plus le retraitement suivant la qualité qu'il met en dedans. Bon, si c'est un déchet, c'est vrai que ça a un coût. Si c'est du carton, si c'est du plastique, le coût sera différent. Les matières plastiques, oui, tout ce qui est film et housse PE. Donc c'est des matériaux qui repartent après sur la Hollande, qui sont relavés, retriés pour en faire des fibres synthétiques. Le bois, généralement, ce sont les entreprises c'est assez varié. Donc il y a les charpentiers, il y a les menuisiers, il y a les industriels qui ont beaucoup de bois, c'est-à-dire des palettes perdues. Donc, qui après repartent dans les conteneurs pour être rebroyés. Bon, la filière métaux, c'est plus notre cheval de bataille, ça je peux vous le dire tout de suite. On en fait encore quelques-uns parce que sur certains clients qu'on a fait la prestation de service, au jour d'aujourd'hui, ils préfèrent avoir un seul prestataire. Et comme on leur demande de séparer de plus en plus leurs déchets, on leur assure le service métaux. Nous, ce qu'on fait ici, c'est un tri grossier et on le recharge pour le remettre sur les centres qui sont centres spécialisés qui sont du côté de Strasbourg. Notre priorité, c'est tout ce qui est déchets industriels valorisables. Donc ça va du papier carton, au plastique, au bois et déchets industriels tout court. On produit de plus en plus de déchets, ce qui veut dire de plus en plus de matériaux consommables. Là, ce qui se passe, c'est on trouve une diversification de produits importante, c'est-à-dire aujourd'hui, on a des clients qui produisent des emballages carton. Demain, ils vont vous produire des emballages carton avec du film plastique. Donc il y a tout le temps, c'est assez complexe. Il nous faut des produits d'emballage qui nécessitent de plus en plus de techniques pour pouvoir les retraiter derrière. L'avenir, c'est retraiter ou recycler un maximum les déchets ultimes, sans passer par les incinérateurs ou les décharges. Donc nous laissons maintenant au sud les frontières entre les possessions féodales ou communales que nous avons vues la dernière fois pour les bornes historiques. Et nous nous trouvons donc carrément à la frontière entre le Palatinat et les Vosges du Nord. C'est une frontière très très ancienne. Il semblerait qu'elle existait déjà au temps des Celtes et qu'elle servait de limite entre les Némètes au nord, les Tribocs à l'est et les Médiomatriques à l'ouest, à un lieu que l'on appelle généralement le Steinbronn, c'est-à-dire, si on peut dire, la source du Steinbach. Et cette frontière existe donc encore aujourd'hui. Ce type de borne frontière se trouve entre Liederschied à l'ouest et Wissembourg à l'est sur une distance de 33,900 km. Sur l'une des faces se trouve un B qui veut dire Bayern. Et pourquoi ? Parce que le Palatinat appartenait à la Bavière jusqu'en 1945. Elles ont été posées en 1826. Et de l'autre côté se trouve un F qui veut dire bien entendu France. Comme vous pouvez le constater, les bornes récentes sont beaucoup plus petites. Elles ont toujours le F, bien entendu, mais de l'autre côté, ce n'est plus le B de Bayern que l'on peut voir, mais un D pour Deutschland, parfois accompagné de RP qui veut dire Rheinland-Pfalz. La plupart sont d'ailleurs datées, généralement dans les années terminées par un 2 ou terminées par un 6. Entre Sturzebronn et Bitschkans se trouvait
14 bornes du type de celle-ci qu'on appelle les bornes toises. Il en existe encore actuellement 8 et l'une se trouve au musée de la citadelle de Bitche. On suppose qu'elle devait indiquer les distances de travail pour l'entretien des routes à la fin du Moyen-Âge. Mais comme la toise représente quand même une distance de 1 km 949, on imagine mal, d'après l'inscription que l'on peut voir ici, qui représente donc la distance de 470 toises, une telle distance de travaux, dans la réalité, ne peut pas exister. Comme ces bornes se trouvent à proximité donc d'une route, il y a 2 risques qui concernent leur préservation. Le premier, bien entendu, c'est celui de la disparition pure et simple pour les gens qui les volent. Et le deuxième risque, c'est l'entretien des bordures avec des engins qui risquent de les abîmer. D'ailleurs, ce problème de l'utilisation d'engins pour l'entretien des bordures de route se présente en particulier à la sortie de Sturzbronn en direction de Wissembourg. On peut bien distinguer les rainures laissées par l'engin, donc qui a carrément raboté la borne. Alors la question à se poser, c'est de savoir pourquoi un cartouche du côté français. Eh bien, lorsque, en 1870, l'Alsace est devenue allemande, les Allemands ont transformé le F en E, en rajoutant une barre à la base. En 1918, après la Première Guerre mondiale, lorsque l'Alsace est redevenue française, on a de nouveau transformé ce E en F. Mais pour ça, il fallait d'abord égaliser la surface. Autrement dit, il s'est déjà formé un cartouche. Le deuxième épisode. Il y en a un troisième et celui-ci est très bien visible à cette borne. En plus de ça, il est rare et il indique la date de 1940. En effet, en 1940, après le traité de Paris, quand l'Alsace est redevenue à nouveau allemande, eh bien, à certaines bornes, le F a de nouveau été transformé en E. Effectivement, ici, le E se voit. Bon, il y a une barre encore verticale, on ne sait d'ailleurs pas pourquoi ils l'ont mise. Quatrième et dernier épisode, en 1945, quand l'Alsace est redevenue française, eh bien ce E a de nouveau été transformé en F. Alors, les cartouches sont effectivement, et c'est ça qui surprend, de profondeur, et on comprend maintenant pourquoi, de profondeur inégale. Et parfois il reste le E, mais la plupart du temps c'est un F. L'emplacement des bornes anciennes occupe des arêtes de crête. Alors que les délimitations de frontières plus récentes, comme celles qui ont été marquées par la Convention de 1825, l'ont été pour des tracés tout à fait aléatoires et sans tenir compte du relief. Quand on sait que ça a été fait dans des bureaux de Paris, on n'en sera peut-être pas tellement étonné. Alors ici, vous avez une exception, il s'agit d'une borne tribanale, donc également de 1826, qui se trouve exactement au sommet d'une crête rocheuse. C'est vraiment une borne tout à fait extraordinaire, vu son emplacement remarquable et unique. Unique pourquoi? Parce qu'elle rejoint exactement 3 régions, alors que les autres bornes tribanales concernent généralement soit des propriétés communales ou anciennement féodales. Ici, nous nous trouvons donc à l'intersection de la Lorraine, c'est pour ça qu'on peut voir ici le S de Sturzbronn. Également donc du Palatinat avec un LW en ce qui concerne Ludwigswinkel. Et pour l'Alsace, donc le Bas-Rhin, vous avez de l'autre côté OST, ce qui veut dire Obersteinbach. Ici, vous voyez donc à nouveau la gravure de 1826, quand la frontière a été refaite à cet endroit. Et la gravure du F, de nouveau dans un cartouche, donc pour la France, et le B pour Bayern. Cette crête a déjà servi à une frontière précédemment, et elle délimitait, entre autres, donc les possessions des 2 comtes Bitche, qui étaient propriétaires pendant une certaine période du château de la Wegenburg. Et cette gravure se trouve de l'autre côté.
Nous arrivons là à l'extrémité, donc en direction du Hirschtal de la quête du Knopf, où se trouve un blason qui surprend. Effectivement, c'est celui des Ribaupierre. Alors, les Ribaupierre possédaient le château du Chenec comme le château de Ribaupierre dans la région de Ribeauvillé. Eh bien, je crois qu'il faut bien préciser et profiter de cette occasion pour se rendre compte que les découvertes, de classiques qu'elles peuvent aussi être surprenantes. Bon, pour le randonneur, les polissoirs, les dépressions sur roches, les érosions de type particulier sont certainement un centre d'intérêt inépuisable, comme le sont les blasons que l'on peut trouver sur les roches.